Salut à tous et bienvenue sur Mox Industries. Aujourd'hui, on parle armure. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler des principes généraux pour arriver à fabriquer des armures qui soient fonctionnelles. Alors l'idée de celle-ci, qui est le projet sur lequel je travaille actuellement, c'est de fabriquer en fait une armure post-apo dystopique en fait sur le principe du chevalier médiéval. Ça rentre dans le cadre d'un projet qui s'appelle Post-Apo Roundtable, avec plusieurs artistes qui fabriquent également des costumes post-apocalyptiques ou dystopiques. Suivez le hashtag Post-Apo Roundtable qui est en description de la vidéo si vous voulez en savoir plus et découvrir tout un tas d'artistes super talentueux. Donc ici, on va se servir en fait de principes historiques qui ont été testés et approuvés pour fabriquer des armures qui soient fonctionnelles. Surtout quand vous êtes dans ce type de démarche, ne négligez pas les sources historiques, c'est très important parce que ça vous permet de mieux comprendre le fonctionnement de ce genre de choses. Je vous conseille de suivre une chaîne qui s'appelle Night Errant, qui est très intéressante. Pareil, ça sera en description de la vidéo pour très bien comprendre en fait au final le fonctionnement des armures. Autre chose qui peut être extrêmement utile pour vous, c'est également d'aller dans des musées afin de voir de véritables armures. Moi, c'est ce que j'ai fait pour celle-là. J'ai eu la chance de pouvoir aller à Paris au musée de l'armée pour voir les collections en fait d'armures médiévales et des époques qui suivent pour mieux comprendre en fait le fonctionnement de certaines pièces, notamment tout ce qui va être le bras d'armure, et ça m'a énormément aidé en fait pour la conception et la fabrication de ce modèle. Pour toute armure, il faut commencer par avoir une base de travail sur laquelle on va venir accrocher en fait les plaques de protection. C'est une chose qu'on retrouve aussi sur les armures médiévales, parce qu'il y avait souvent ce qu'on appelle une sorte de doublet en fait sous l'armure qui permettait d'accrocher les pièces directement aux vêtements. Donc là ici j'ai utilisé un breulage rembourré avec voilà, une ceinture abdominale. Ce qu'il faut noter qui est important en fait, c'est que la ceinture abdominale elle va pas se mettre sur les hanches. Les hanches, concrètement, l'os des hanches devrait être quelque part ici. Et si on porte un pantalon, normalement, en fait, les ceintures de pantalon arrivent à peu près à cet endroit-là. Donc c'est vraiment à porter sur la ceinture abdominale. Donc là, on a un jeu de bretelles assez costaud au niveau du dos, qui vont vraiment descendre sur le reste du dos, avec très peu d'écart entre le haut de la ceinture abdominale et la plaque du haut, le tout, parce qu'en fait, la majorité en fait, de l'armure va être portée entre les épaules et la ceinture abdominale. Donc sur cette base là on va pouvoir commencer à équiper les différentes pièces d'armure et les répartir en fait pour obtenir quelque chose qui soit agréable à porter et qui tienne bien quand on bouge. Donc la chose qui est très importante à comprendre, c'est que votre cuirasse ne doit pas descendre plus bas de votre cage thoracique. Sur les armures médiévales, souvent à partir de là, en fait, on va avoir une série de lames qui vont descendre au niveau du bassin et du haut des cuisses. Donc tout ça c'est une série de lames en fait articulées, mais la cuirasse proprement dite, là où c'est le plus épais et il n'y a pas d'articulation, ça ne doit pas descendre plus bas que cette partie-là. Donc là on voit bien sur le mannequin, ici, là, on a la fin en fait de ce qui représente la cage thoracique sur le mannequin, et vous voyez que l'armure, le bas de la cuirasse qui est ici, ne descend pas plus bas que ça. Donc ça c'est la première chose, le premier repère, je pense, qui est le plus simple à comprendre en fait, ça s'arrête au niveau de la cage thoracique. La deuxième chose assez simple aussi qu'on peut voir, et qui est facile à comprendre au début, c'est cette région-là. Donc c'est tout ce qui va passer sous le bras. Souvent quand on commence les armures, on a tendance à remonter cette région-là très haut en fait, pour la caler pratiquement juste sous le bras. Si vous remontez vraiment trop sous le bras, vous allez coincer, ça va vous empêcher de faire ce type de mouvement-là en fait. Vous allez avoir tout ce qui va être serrage de bras de cette manière-là, qui va être complètement compromis, qui va être bloqué par l'armure. Donc pensez bien à ouvrir largement sous le bras et à ne pas faire remonter l'armure trop loin en fait vers l'épaule. Pensez à vous prévoir une découpe au niveau du cou qui soit suffisamment large pour pouvoir effectuer tous vos mouvements avant en arrière. La plaque qui est ici n'est pas solidaire, donc du gorgerin qui peut se retirer, et vous voyez qu'elle est quand même aussi là sacrément échancrée et qu'elle remonte pas au niveau des épaules. Toute la couverture au niveau des épaules, elle sera faite par le gorgerin et pas par la cuirasse. Souvent quand on commence à faire une armure, on a peur en fait de faire des ouvertures parce qu'on pense que ça va présenter des défauts au niveau de la couverture. Là en l'occurrence pour ce type d'armure post-apo qui n'est pas destiné à une protection réelle, moi je vous conseille d'ouvrir un peu plus, des fois ça fait pas de mal.
les parties du bras sont solidaires les unes des autres. L'épaullière, le haut du bras, le coude et l'avant-bras. Pour être parfaitement honnête, fabriquer un bras comme ça, c'est compliqué parce que le bras est une des régions du corps qui a le plus de mobilité. Bien plus qu'une jambe en fait, si on y réfléchit. Parce que le bras, il est capable de faire tout un tas de mouvements de rotation, de se plier, il y a le poignet qui tourne. Tout ça, c'est des mouvements qui sont complexes et donc qui impliquent en fait que la pièce d'armure que vous allez créer soit capable en fait d'accompagner ces mouvements-là sans les entraver. L'épaullière est certainement la partie la plus compliquée du bras, puisqu'en fait c'est la partie du bras qui va subir le plus de rotation. Elle peut aller vers le haut, elle peut aller vers le bas, vers l'avant, vers l'arrière, vous pouvez faire des ronds avec, donc c'est une pièce qui implique d'avoir une capacité de mouvement, de rotation élevée. Là en l'occurrence, c'est tout un jeu en fait de lames articulées qui descendent jusqu'ici et qui vont permettre en fait un mouvement de rotation complet par en fait leur imbrication les unes au travers des autres. Tout ça c'est obtenu en superposant les lames et à l'intérieur en fait en installant des sangles en cuir qui sont rivetées. Ces deux parties là en fait c'est les deux seules parties qui sont fixes de l'épaullière, donc l'avant et l'arrière. C'est juste deux grandes lames de métal en fait mises en forme. Elles permettent de tenir la partie supérieure des lames qui sont ici et la partie inférieure des lames qui sont là. Une des choses importantes à bien garder en tête quand on fabrique une épaullière, c'est que les épaullières ont tendance à glisser vers l'arrière ou alors à glisser vers l'avant en fonction de votre morphologie. Le truc c'est de ne pas les accrocher en fait pile poil au milieu du gorgerin, pensant que la symétrie va marcher puisque on n'est pas symétrique en fait en fonction de notre morphologie. Donc il faut faire de nombreux essais pour voir en fait où est-ce qu'on va positionner l'attache de l'épaullière sur la cuirasse ou le gorgerin en fonction de là où vous voulez le mettre. Mais quoi qu'il en soit, ça sera jamais parfaitement centré. En fonction de votre morphologie, ça sera soit décalé vers l'avant, soit décalé vers l'arrière. Ça c'est important de le comprendre parce que c'est ce qui va permettre en fait à votre épaullière de couvrir convenablement votre épaule et de vous accorder la liberté de mouvement dont vous avez besoin. À savoir que l'épaullière qui est reliée au reste de la cuirasse, en fait, c'est l'élément qui va soutenir la totalité de votre bras. Donc les pièces qui sont en dessous de l'épaullière, elles sont toutes reliées entre elles par des courroies en cuir, mais c'est l'épaullière au final, vous voyez, qui soutient tout le reste du bras. Les deux pièces les plus simples dans cette partie, ça va être le haut du bras et l'avant-bras. Deux parties en fait articulées comme on peut le voir là sur des charnières. Voilà. Donc c'est important d'avoir ces charnières parce qu'en fait elles permettent de conserver les deux parties à chaque fois en fait de ces pièces là bien alignées et rigides. La partie la plus complexe, ça va être la partie de la pièce du coude parce que très simplement voilà, on doit être bien certain, on va bien pouvoir reproduire ce mouvement d'avant en arrière de pliure. Donc on peut noter que c'est une pièce qui est massive. Pourquoi? Tout simplement pour conserver suffisamment d'espace à l'intérieur quand on est en flexion maximum, on ne vienne pas toucher la pièce et du coup limiter le mouvement et se faire mal. Cette pièce elle est articulée en fait de manière assez simple. Il y a donc la grosse pièce du coude et il va y avoir deux lames en fait, une au-dessus, une en haut, sur le même principe que pour l'épaullière. L'idée c'est que ces deux lames sont fixées au canon de haut de bras et au canon de l'avant-bras de manière vraiment fixe, donc elles ne bougent pas sur ces deux pièces là. Par contre elles sont reliées à la grosse pièce du coude par des lanières en cuir, qui fait qu'en fait toute cette partie là de la coque en fait elle est flottante, donc elle peut bouger en hauteur comme on voit là et en rotation. Et du coup, ça permet la pliure complète en fait du bras de cette manière-là. En fait, c'est la coque du coude va venir en fait bouger sur ces deux lames. Autre chose qui est important à noter au niveau de cette pièce de coude, on va avoir tendance à se dire le coude c'est à l'arrière, donc il faut la mettre à l'arrière en fait du bras. Non, parce que si on regarde bien, l'os du coude, quand on est en extension, il est sur l'extérieur du bras et même quand on plie, il va avoir tendance à se trouver sur l'extérieur du bras en fait. Donc la pièce de coude, pour pouvoir recouvrir en fait l'os qui est ici, il va falloir qu'elle soit légèrement décalée sur le côté en fait de votre bras pour que naturellement ça suive la courbure du corps. Quand on fait une armure de bras, il faut faire des pièces qui soient relativement courtes en fait. J'insiste notamment sur le canon d'avant-bras ici, là, à cet endroit-là. Au niveau du poignet, on va toujours avoir tendance à faire déborder en fait le canon d'avant-bras trop long sur l'os du poignet. Et il
faut pas. Les rotations et compagnie, vous pourrez pas les faire puisque vous aurez une pièce de métal en fait qui va se coller directement sur votre os, qui va frotter et c'est extrêmement désagréable. Ça fait mal, ça fait des écorchures, il faut pas faire ça. Il faut que le canon en fait s'arrête au niveau de la fin de la mitaine. Donc bien avant le poignet. Une fois que le réglage est fait à la bonne taille, vous n'aurez pas de problème de bras qui glissent ou de pièces qui tournent, mais sont normalement toutes reliées les unes aux autres. J'espère que les principes de base exposés dans cette vidéo vous seront utiles pour vos prochaines créations. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un pouce bleu et à activer la cloche pour être tenu au courant des prochaines sorties des vidéos. Et sur ce, je vous dis à plus tard dans le Westland.